Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle table ronde proposée par l'agence e-sport aujourd'hui. On va attendre quelques secondes encore pour les éventuels retardataires et puis on va commencer tout de suite. Oui, c'est bien ce que je pensais pour les unmute. Hugo, peux-tu désactiver ce que tu as coché juste avant? Finalement, ça va être problématique pour nos intervenants, s'il te plaît. C'est bon. C'est fait. Parfait. Super, merci beaucoup. Tac, et ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à tous, bonjour aux derniers qui viennent de nous rejoindre pour cette table ronde. Donc aujourd'hui, nouvelle table ronde avec un sujet relativement d'actualité en ce moment, ce qui s'intéressera donc au sponsoring dans l'e-sport et plus particulièrement quels sont les intérêts pour les différentes organisations et acteurs de ce secteur e-sportif. Pour cette table ronde, aujourd'hui, je suis entouré de trois personnes, trois intervenants, trois acteurs de l'e-sport. On va les présenter dans quelques instants. En passant, tout d'abord, voilà, le sommaire et ce qui nous attend plus particulièrement durant cette heure. Donc, on va passer voilà, 1 heure ensemble, 1 heure d'échange avec nos intervenants qui vont tous parler de leur expérience et de leur avis, débattre voilà, autour de ce sponsoring de manière générale dans l'e-sport. Ça va s'articuler autour de 3 points. Le premier sera les objectifs d'un sponsoring. Pourquoi sponsoriser aujourd'hui? Quels sont les intérêts derrière tout ça? Quels sont les enjeux aussi pour les organisations aujourd'hui, puisque voilà, on retrouve différents acteurs dans différentes, on va dire, catégories. On a des équipes e-sportives aujourd'hui, on a des intermédiaires qui viennent se positionner comme conseils, et puis on a des entreprises qui commencent aujourd'hui à s'intéresser à ce secteur que certaines pourraient qualifier en plein essor. Et enfin, on reviendra sur le choix du sponsoring. Est-ce qu'on peut vraiment tout accepter aujourd'hui? Et quelles sont les contreparties qui sont attendues, aussi bien pour une équipe que pour une entreprise, par exemple. Et puis enfin, on terminera avec vos éventuelles questions, bien évidemment, si vous en avez. Allez, commençons tout de suite par la présentation. Pour ma part, je vais faire très bref. Je suis donc votre animateur pour cette table ronde. Donc, je m'appelle Clément Pilon-Leclerc. Je suis membre de l'agence e-sport depuis février dernier sur la partie communication et événementiel. Et à côté de ça, je travaille chez Soprasteria en tant que chef de projet communication. Mais passons tout de suite à nos intervenants. Je vais laisser Thomas Gavage se présenter. Thomas Gavage qui nous accueille dans le train aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien, que la connexion ne saute pas trop. Donc, Thomas Gavage, je suis le fondateur de Good Game Management, qui est une agence spécialisée dans la gestion de partenariats, de sponsoring de partenariats médias dans le domaine du gaming et de l'e-sport. Et donc on travaille avec essentiellement des marques, des acteurs en médias, des chaînes de télévision et des acteurs de support également. Merci beaucoup Thomas. Je passe la parole tout de suite à Sylvain pour MCES. Bonjour à tous et enchanté de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je suis Sylvain Vachier, je suis en charge du marketing et du développement au sein de la structure MCES basée à Marseille. On y reviendra un petit peu après dessus. Et je ne suis pas un endémique, je ne suis pas issu du Sérail. J'ai fait une carrière plutôt dans le monde de l'industrie du sport dit traditionnel, puisque j'ai travaillé un petit peu en agence et puis pendant 15 ans dans un club local qui porte les couleurs bleues et blanches, l'Olympique de Marseille. Sur les dimensions merchandising et marketing essentiellement. Merci Sylvain et on va clôturer ce petit tour de table avec Boris pour Stackern Group. Bonjour à tous. Merci Clément pour l'accueil. Enchanté de vous retrouver pour cette table ronde. Je suis Boris Bergerot, je suis le fondateur de Stackern Group, entité basée à Montpellier qui intervient aujourd'hui sur 3 verticales. La première s'appelle Stackern Agency, fait du consulting
stratégique pour des marques, des acteurs du sport et des collectivités locales. On a aussi une activité de représentation de joueurs au sein de cette structure. On a lancé il y a 2 ans et demi Stack On Innovation pour aider les promoteurs immobiliers, les métropoles à concevoir des lieux physiques innovants dans lesquels on va inclure de l'entertainment et de l'e-sport. Et on a lancé une 3e entité, Stack On Invest, juste avant l'été, pour accompagner les startups dans l'e-sport et l'entertainment à lever des fonds. Donc voilà pour nos activités principales aujourd'hui, du consulting, de l'innovation et des levées de fonds. Merci beaucoup, Boris. Rentrons dès maintenant dans le vif du sujet avec notre première partie, donc, qui va s'intéresser aux objectifs du sponsoring dans l'e-sport de manière générale. Messieurs, aujourd'hui, que représente la part du sponsoring dans l'e-sport? Si l'on s'intéresse en entonnoir peut-être dans un premier temps, le marché mondial versus aujourd'hui, ce que ça représente pour un club? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être rapidement sur le marché mondial. Les principales sources de revenus aujourd'hui de l'e-sport sur la partie pro est décomposée par un certain nombre de channels, on va dire, le sponsoring étant le majoritaire. C'est ce qui permet de faire vivre aujourd'hui l'e-sport en très grande partie. Après, on retrouve tout ce qui va être en lien avec le merchandising, avec les publicités, avec les droits médias, etc. Mais le sponsoring reste, si on parle des revenus générés par l'e-sport, la principale source. Et je pense, et Sylvain le confirmera certainement, que au niveau de la structure locale, au niveau de l'équipe professionnelle, c'est également le cas pour pouvoir se développer. On ne peut aller que dans ton sens, Boris. Effectivement, le sponsoring est le principal stream de revenus aujourd'hui des structures, quelles qu'elles soient, et quel que soit le marché. Il y a une particularité, effectivement, par rapport au monde du sport traditionnel, c'est que les droits télé qui viennent souvent équilibrer ou balancer les assiettes de revenus ne sont pas tout à fait les mêmes dans les sports, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, le sponsoring représente, ça aussi un peu en fonction des structures et des marchés, mais représente à minima 60% des recettes aujourd'hui des structures. Donc, c'est un enjeu considérable pour la pérennité des équipes. Et c'est probablement, on aura l'occasion d'en parler, je pense, mais c'est probablement l'un des soucis aussi de cette interdépendance forte, on va dire, du sponsoring pour permettre le développement de l'e-sport. Et je pense peut-être, Thomas, tu as peut-être des infos toi, sur la partie droit média, puisque c'est un des leviers que l'écosystème espère voir se développer comparativement au sport traditionnel où les droits médias sont quand même assez importants. Donc, il y a moins de dépendance, on va dire, au sponsoring, même si évidemment, ça reste important. Mais les droits médias devraient, selon les prévisions, augmenter d'année en année. Donc, il y a peut-être un ajustement qui va s'opérer. D'ailleurs, la plupart des clubs e-sport, je ne sais pas si on peut parler vraiment de votre principal, les droits médias ne sont pas exactement structurés, mais ce sont une issue du streaming notamment, qui sont des revenus récurrents, contrairement au sponsoring, qui sont des revenus en dents de scie. On va avoir un très gros pic avec l'entrée d'un sponsor, et puis à l'inverse, si le sponsor en question s'en va, ça peut remettre en cause l'économie de tout un club. Après, pour ce qui est des droits médias au sens traditionnel, c'est-à-dire des chaînes de télévision qui achètent des droits de compétition, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait, et d'autant que les ayants droit, qui sont les éditeurs, ne sont pas dépendants de ces revenus pour fonctionner, puisque les éditeurs gagnent leur vie avec l'e-sport, notamment avec la vente de contenu dans les jeux, voire la vente de jeux d'ailleurs. Mais c'est vrai que le streaming et les modèles de streaming, les modèles d'abonnement sur Twitch sont de plus en plus considérés par les équipes comme un moyen de générer une nouvelle source de revenus un peu plus régulière et pérenne. Alors, je vais rebondir à ce qui vient d'être dit par Thomas. Sylvain, côté MCES, effectivement, vous êtes un club e-sport bien connu en France aujourd'hui, avec une activité de streaming justement sur MCES, avec une web TV. Qu'est-ce que ça représente, entre guillemets, sans peut-être entrer dans le détail des chiffres, mais aujourd'hui, cette part de sponsoring pour le club, et puis effectivement, en comparaison, cette part de streaming? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, sur les médias, sur les droits médias, la principale source de revenus, c'est la chaîne officielle Twitch, qui permet, alors c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une analyse brute en fait, de ce qu'elle permet de générer, parce qu'en fait, dans le cadre du sponsoring, il y a forcément
on utilise cet asset-là et c'est valorisé en tant que tel. Après, sur les revenus propres de la chaîne Twitch et ce qu'elle génère par elle-même à travers les subs, à travers la publicité éventuellement, quoi qu'on s'y aventure relativement peu pour l'instant pour maîtriser encore notre image. Ça représente un pourcentage qui est en dessous des 10% des revenus globaux de la structure jaune. Mais ça fait partie des leviers que tu exploites pour tes sponsors. Oui, aujourd'hui, en fait, c'est un outil de diffusion du message, c'est un outil de visibilité et de reach pour nos partenaires. Et donc, Twitch, alors je ne sais pas si tout le monde est familier parce qu'avec et je ne m'offusquerai pas que ce ne soit pas le cas parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, je n'étais pas au courant non plus. Twitch, en fait, c'est le nouveau de moyenne consommation des générations actuelles qui ne lisent plus la presse traditionnelle, ne regardent que très rarement la télé et consomment j'allais dire du contenu gaming, mais pas uniquement, hein, du lifestyle et plein d'autres contenus qui leur conviennent sur Twitch. Et Twitch est une plateforme qui permet de diffuser du contenu très facilement, d'avoir des interactions, et c'est ce qui fait à mon sens aussi sa valeur ajoutée, des interactions très fortes avec la communauté et de pouvoir interagir en permanence, un peu à l'image pour ceux qui sont basés sur le sport traditionnel, à l'image du fait que vous puissiez solliciter un journaliste ou un consultant en plein direct pour lui demander son analyse. Et ça, c'est des choses qui permettent effectivement de créer un lien fort avec notre communauté. Et cette communauté-là, elle est valorisée du coup aussi dans le cadre des discussions dans le sponsoring, puisqu'on sait qu'on est en capacité de la toucher, de l'adresser de manière positive. Et donc, effectivement, le canal Twitch, au-delà de la ligne de revenus pure, c'est un outil pour nous aussi de valorisation de nos partenariats. Très bien. Et effectivement, alors j'aimerais qu'on aille peut-être un peu plus dans le détail, toujours avec MCES, justement, le cas. Vous avez des sponsors aujourd'hui, des entreprises qui suivent vos activités, notamment JBL Quantum ou encore EDF, sans rentrer peut-être dans les contreparties qu'on verra un petit peu plus tard dans cette table ronde. Mais voilà, aujourd'hui, comment se fait ce deal, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des objectifs communs? Comment ça se passe un petit peu? Alors, il y a forcément un alignement des objectifs. Enfin, je pense que c'est l'essence même d'un partenariat, et donc ça vaut pour le sponsoring. C'est bien qu'effectivement, Clément, tu aies pris ces exemples-là parce qu'ils sont très différents et pour le coup, ils suivent la même entité qui est la nôtre. Si je fais le point, si je regarde dans le rétroviseur, EDF nous suit depuis le début sur les valeurs qu'on véhicule, sur le message qu'on délivre. Pas forcément sur le reach, puisque globalement, quand ils s'engagent avec nous, on doit avoir 5000 followers sur Twitter et ce n'est pas avec ça qu'ils vont réchauffer leur marque ou atteindre leurs objectifs de notoriété. En revanche, effectivement, ils nous ont suivis parce qu'on a adressé le monde amateur et qu'on était on est pionnier sur ce marché-là à travers les stages et académies, puisque je n'ai pas expliqué ce qu'était MCES, mais MCES, à l'origine, et d'ailleurs, ça transpire dans l'acronyme, c'est l'acronyme de MCES, c'est mon club e-sport. On adresse le monde amateur à travers la création de gaming center, de lieux de stage et d'académie, partant d'un simple constat que aujourd'hui, il n'y a pas de structures qui peuvent accompagner le développement et l'épanouissement des enfants, alors que c'est le cas sur beaucoup, beaucoup d'autres activités culturelles ou intellectuelles. Et donc, on développe ce concept-là qu'on a essayé un petit peu partout en France. Et très vite, quelques semaines après, hein, ça s'est fait quasiment concomitamment, on a développé une équipe e-sportive sur la performance pour être un peu le moteur de cette approche, j'allais dire, d'un e-sport responsable. Voilà, pour faire très rapidement, ça ne nous a pas empêché d'avoir de la performance, mais ça nous a permis de créer une communauté. Et cette communauté-là, du coup, on s'en sert pour aussi les actions positives. Et pour revenir à l'exemple d'EDF, EDF nous suit parce qu'aujourd'hui, on a une approche auprès du monde amateur, on a une approche très inclusive, on accueille des publics en situation de handicap, par exemple, dans nos structures. On travaille sur des dimensions caritatives et sociales sur le terrain. Aujourd'hui, on a un maillage assez important sur le territoire. On travaille sur des dispositifs en bas d'immeubles pour ramener des enfants qu'on appelle un peu les invisibles, malheureusement, mais pour ramener des jeunes vers l'emploi, par exemple. Et en fait, EDF, c'est sur toutes ces valeurs-là qu'ils se sont identifiés en se disant aujourd'hui, on va accompagner cette démarche positive. Donc, le reach, pour eux, est un élément forcément, puisque c'est même contractuel, hein, on a des engagements de reach dans le partenariat, mais ce n'est pas le moteur premier. Si on est sur JBL, l'approche est relativement différente. C'est que JBL, c'est une marque très installée, moins institutionnelle peut-être que EDF, mais très reconnue et connue, mais pas forcément très légitime dans le monde de l'e-sport. Et ils viennent chercher avec nous cette capacité à avoir de la légitimité auprès du monde professionnel avec nos joueurs pro, et aussi passer un message auprès
des prescripteurs, des enfants et des parents qui suivent nos stages et académies en étant effectivement des porte-parole et des ambassadeurs de leur marque. Donc, c'est deux approches très différentes. Et sur JBL, effectivement, l'enjeu reach, l'enjeu activation, il est bien plus prégnant que sur un contrat avec EDF où on est davantage dans la situation d'image positive. Je ne sais pas si j'ai résumé correctement, Clément, ce que tu souhaitais. Oui, tout à fait. Et effectivement, il y a une autre question. Alors après, voilà, chaque entreprise a ses enjeux aussi. Mais effectivement, en corrélation, JBL reste un partenariat donc plus récent que EDF. Ça a été bien exprimé. Eux, lorsqu'ils sont arrivés, leur approche, elle a été de dire vraiment, j'aimerais bien me rapprocher de MCES par leur visibilité via Twitch ou vraiment plein d'autres choses annexes aux Alors, activités. via Twitch, via l'ensemble de la plateforme, parce qu'en fait, finalement, on est un média. Hein, si on se résume un petit peu aujourd'hui, on est une plateforme média par certains côtés, puisqu'on a nos réseaux sociaux qui, agrégés, font 350 000 contacts sur la France. Et si on prend au total de nos filiales plus joueurs, on est à près de 3 millions. Donc, ils viennent chercher cette audience-là. Ils viennent l'utiliser, et pas uniquement sur Twitch. D'ailleurs, c'est naturellement pas forcément le média sur lequel on est sollicité en premier, parce que que ce soit dans les agences, que ce soit auprès des ayants droit et des marques, ce n'est pas toujours un média qu'on maîtrise. Donc, on vient plutôt nous chercher sur des engagements sur Twitter ou sur Instagram au départ plutôt que sur Twitch. Et puis, petit à petit, effectivement, on intègre ça. Mais il y a aussi dans la dimension qu'on propose à JBL une visibilité dans tous nos gaming centers, des problématiques, des activations très, très basiques, hein, mais finalement, d'activation de notre base de données. On a une base de données assez conséquente puisqu'on a créé un programme de fidélité qui nous permet du coup d'adresser des messages à notre communauté par ce biais-là. JBL aussi, soit des activations comme la création de tournois à leur couleur. Et puis après, il y a des dispositifs beaucoup plus traditionnels de visibilité maillot, par exemple, qui sont pour le coup très, très proches de ce qui existe dans le monde du sport dit traditionnel, encore une fois. Très bien. Merci Sylvain. Autre point que j'aurais souhaité aborder avec vous à travers cette grande première thématique, c'est aujourd'hui de nombreux acteurs se passent par le sponsoring pour, on va dire, une équipe de manière globale, comme c'est le cas ici avec EDF. D'autres le font pour une équipe bien définie sur un type de jeu. Là, je pense en l'occurrence, par exemple, à Michelin ou Renault Sport qui aiment bien se concentrer exclusivement sur des équipes liées à Rocket League. Aujourd'hui, certains jeux sont assez connotés et par ailleurs, n'intéresse pas forcément les entreprises à se positionner sur ça. Quel est votre avis dessus? J'imagine que vous m'avez compris. Je pense notamment à Counter-Strike, qui a été un jeu qui a longtemps fait débat et aujourd'hui qui pose encore problème pour les acteurs souhaitant sponsoriser l'e-sport à se positionner dessus. Quel est votre avis sur ce sujet-là? Écoute, je prends la main rapidement. L'une des premières étapes, c'est d'expliquer aux marques, notamment aux marques non endémiques, quelles sont les cibles par rapport au jeu. Qui joue, qui regarde. Tu ne vas pas avoir la même audience si tu es compétitif sur du Fortnite versus si tu es compétitif sur du CSGO, du LoL, du Dota 2 ou autre. Et il se trouve que les jeux les plus violents, notamment les FPS, qui sont souvent donc, de la norme PEGI 18, donc déconseillés aux moins de 18 ans, sont ceux qui, pour les marques, mais moi je le constate aussi par rapport à des clubs de sport, par exemple, avec qui on travaille, disent bah non, nous, on ne veut pas se lancer là-dedans ou on ne veut pas sponsoriser une équipe là-dedans. Et l'exemple que tu prenais de Counter-Strike, on a des marques, par exemple, comme Audi, qui ont sponsorisé Astralis, qui est historiquement l'une des meilleures équipes au monde sur CSGO, et qui ont fait la promotion de leur Audi Q2 à travers un sponsoring avec pas mal d'argent à la clé, mais qui voulaient tester. Donc, ils ont fait plusieurs étapes dans leur sponsoring. Et la raison était simple, c'est qu'en fait, la cible, l'audience de CSGO, de Counter-Strike, est une cible dont l'âge et les revenus sont supérieurs à une cible qui va regarder du FIFA, du Fortnite ou même du Rocket League. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu vas communiquer, tu vas sponsoriser une équipe parmi un club e-sport, parce que tu peux être sponsor du club ou tu peux être sponsor d'une équipe, tu vas chercher l'audience qui va avec. Donc, sur du Counter-Strike, typiquement, on va plutôt être sur des tranches d'adolescents, jeunes adultes, versus plutôt 10-12 ans sur d'autres jeux. Et tu sais que ces gens-là vont demain
être des jeunes actifs. Ils vont rentrer à l'université ou sont déjà à l'université. Ils vont avoir un job. Et donc, même si en ayant leur premier job, ils ne vont pas s'acheter un Audi Q2 dans la foulée, mais ils vont se souvenir en tant que fans d'Astralis de l'implication, en tout cas de l'aide apportée grâce au sponsoring pour recruter des joueurs, pour avoir la meilleure équipe. Et donc, il y a cette notion de brand awareness, on va dire, de notoriété pour la marque Audi qui est vachement importante sur un territoire. Et ils l'ont même utilisé sur des vidéos, des publicités qui étaient diffusées à la télévision. C'est-à-dire qu'on voyait les joueurs mis en scène, et tout un storytelling, toute une histoire qui était racontée derrière. Donc là, finalement, on aurait pu être surpris. À l'époque, ça fait un peu de bruit. Audi qui va sponsoriser une équipe CSGO. Mais quand tu réfléchis, finalement, il y a pas mal d'opportunités en termes d'anticipation sur le marché. Et là, il y a des vraies problématiques. Pour la plupart des marques, c'est la violence, c'est ce que les jeux vont véhiculer parmi un club e-sport qui va être peut-être sur plusieurs jeux différents. Et donc, on va choisir une équipe ou un club e-sport aussi en fonction de sa performance, évidemment, et Sylvain l'a rappelé sur toutes les thématiques de réseaux sociaux, de reach, etc., mais aussi l'audience qui va être en lien avec ces équipes qui sont compétitives. Donc Michelin, après tu as des marques comme Michelin ou comme Renault que tu évoquais, qui vont plutôt être enclins à sponsoriser ou à faire des partenariats avec des structures qui sont sur des jeux en adéquation, parce que tu vas pouvoir faire du placement de produits. Quand tu t'appelles Michelin ou Renault, c'est plus facile de communiquer sur du Rocket League ou sur du Sim Racing, par exemple, puisque Renault, après, est passé sur Alpine et ils sont impliqués sur les Formula One Series. Et là, il y a une corrélation entre l'activité principale de la marque, du sponsor, et l'activité vidéoludique pratiquée par l'équipe. Donc là, il y a les valeurs et il y a une audience qui matche encore mieux. Effectivement, il y a une vraie problématique, c'est celle de l'audience, parce que quand on est une marque qui va investir de l'argent dans du sponsoring, on veut quand même avoir de la visibilité, mais pour travailler la fidélisation, travailler aussi cette notion peut-être de redirection de trafic sur un site internet lambda, et c'est le problème des paris sportifs, des paris e-sportifs plus exactement. On parlait d'Astralis. Astralis, sur leur équipe CSGO, ils ont un sponsor qui s'appelle CSBet de mémoire, alors que dans certains pays, tu n'as pas le droit, ou certains éditeurs ne veulent pas que les sponsors dans le betting, les paris sportifs, soient présents. Donc voilà, il y a aussi des enjeux en termes de ce que veulent les éditeurs. Et je suppose que Thomas a pas mal de choses à nous dire aussi là-dessus sur l'implication des éditeurs au niveau de l'autorisation du sponsoring. Merci pour le passage de relais. Je ne sais pas, j'ose pas trop parler, je ne sais pas à quel point la connexion est bonne, mais ouais, effectivement, c'est vrai que cette question du type de jeu sur lequel les annonceurs se positionnent. Après, au-delà, si on considère uniquement l'e-sport, effectivement, on sait que les gens qui consomment des contenus comme des compétitions de jeux de tir comme Counter-Strike par exemple, ou Call of Duty, on ne regarde pas du tout les compétitions, on ne joue pas plus pour l'aspect violent du jeu, on est vraiment sur une dimension sportive, tactique, stratégique, et tous les gens qui suivent ces compétitions le savent. Mais d'un autre côté, quand on prend un peu de recul, on considère la communication des marques au-delà de l'e-sport, on peut comprendre qu'une marque ne soit pas associée à des images violentes et pas plus à un jeu violent, en tout cas un jeu qui est graphiquement violent, qu'à un film violent, qu'à de la musique violente. En tout cas, voilà, même si on sait que les gens qui consomment ce type de contenu le font pour la violence graphique qu'on peut voir à l'écran, il faut quand même constater que la violence graphique est bien là, même si je suis le premier amateur de ce type de jeu, c'est évidemment pas du tout pour la violence, mais est convaincu du fait que les fans voient bien au-delà de ça. Et voilà, après, il faut aussi comprendre les problématiques, les enjeux de communication des marques, et que c'est effectivement compliqué de s'associer à un jeu dans lequel on voit des fusils d'assaut et du sang à l'écran, même si les fans voient même plus ces détails-là. Pas que ça les choque plus, mais simplement parce que c'est pas ce qui est intéressant en fait à regarder. Mais voilà, bon, qu'il s'agisse d'e-sport, de jeux vidéo, toute autre chose, c'est aussi compliqué pour des marques grand public de s'associer à ce type d'image. Et ce qui, après, pour voir le verre à moitié plein, laisse le champ libre pour un certain nombre de marques auxquelles ça pose un problème, ou des marques qui sont peut-être moins, moins reconnues, qui ne sont pas des groupes CAC 40 pour ce type de société en France, mais qui sont des marques de spécialistes. On parlait des acteurs du betting tout à l'heure, des marques d'équipementiers informatiques, des marques un peu plus proches de l'univers du gaming et du sport, qui, elles, ils ont un intérêt justement au profit du champ libre laissé par les marques plus grand public.
Je vais me permettre de rebondir sur ce que Boris et Thomas ont dit, qui est très intéressant. C'est qu'en fait, de toute façon, l'e-sport est très protéiforme. En fait, il y a différents types de jeux, il y a vraiment différentes approches, des jeux de simulation de sport, des jeux qui ont une dimension peut-être un peu plus violente, mais aussi plus stratégique et plus tactique. Voilà. Et donc, l'e-sport, il est très vaste. C'est un terrain de jeu très vaste. Il y a de la place pour chacune des marques. Si on reprend l'exemple que citait tout à l'heure Clément sur EDF, EDF fait partie de ces marques sans trahir secret qui ne veulent pas être associées avec un jeu qui puisse être violent. Nous, on a fait le choix, par exemple, dans la structure, d'aujourd'hui de ne pas se positionner sur des jeux de cet ordre-là, tout simplement pour une question de cohérence. Alors peut-être que notre modèle évoluera, mais quand aujourd'hui on dispense des cours sur les stages et académies, et Boris le précisait, nos stages et académies, c'est plutôt des publics de collégiens, donc entre 12 et 16 ans. On va être plutôt sur des jeux et travailler la performance sur des jeux qui correspondent aussi à notre audience. Et il y a une question de cohérence. Mais je pense qu'effectivement, il y a de la place pour chacun des acteurs, que ce soit pour les équipes comme pour les sponsors, pour prendre en fait dans l'e-sport ce qu'il y a de bon pour leur marque et ce qu'il y a de bon pour leur audience. Et ceux qui veulent effectivement aujourd'hui de la transformation et un reach conséquent sur des cibles d'âge un peu plus âgées, avec un public un peu plus mature que les suiveurs de Fortnite, comme est constitué une majorité de notre audience aujourd'hui, il est nécessaire qu'ils aillent regarder ces jeux-là. Voilà, donc après, il n'y a pas de. Voilà, je pense qu'il y a dans le paysage de la place pour chacun des acteurs. Et oui, c'est légitime que des marques s'interrogent sur le fait de s'associer avec des jeux qui sont perçus comme violents. Après, je pense qu'il faut aussi casser un certain nombre de préconçus sur l'e-sport de manière générale. Encore une fois, je le dis en toute humilité, en n'étant pas gamer à la base et pas de ce milieu-là. J'ai beaucoup entendu de lieux communs sur la sédentarité ou l'isolement. Il y a une part de vérité, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de sociabilisation, il y a aussi beaucoup de possibilités de se servir de l'e-sport comme un levier pour revenir au sport. C'est ce qu'on fait nous dans nos stages d'académie. Je ne l'ai pas précisé, mais les enfants font systématiquement du sport sans quoi ils ne jouent pas. Et donc, ça fonctionne. On entend très souvent des objections sur la violence. Aujourd'hui, la violence, elle est effectivement présente dans un certain nombre de jeux. C'est pas forcément, ça ne se traduit pas forcément par des actes violents, évidemment, derrière. Et la plupart des joueurs de ces jeux-là sont des gens très structurés, très lucides par rapport au jeu. Et c'est juste un exutoire. Donc, voilà, il faut aussi casser un petit peu cette image qui peut parfois être collée à l'e-sport et qui, à mon sens, n'est pas fondée sur 99% des sujets qu'on évoque là. Et je rajouterai deux petits points rapides. Je pense qu'il faut considérer l'e-sport comme un ensemble dans lequel il y a autant d'e-sport que de jeux vidéo. Quand on parle du sport, traditionnellement, quand tu vas faire du basket, tu vas avoir un certain nombre de sponsors et tu vas avoir une cible précise. Le foot, c'est pareil. Les spectateurs du foot, ce n'est pas les mêmes que ceux du rugby, ni du water polo, ni de l'athlétisme ou autre. Donc, en fait, les jeux vidéo représentent une catégorie d'e-sport en fonction de leur typologie de jeu. Est-ce que c'est des jeux de tir, des jeux de stratégie ou autre, ou du mobile, ou voilà, on a pas mal de catégories de jeux. Et donc, finalement, comme disait Sylvain, il y a de la place pour pas mal de sponsors. Parce qu'en fonction justement des valeurs et de la typologie de jeu, on peut s'orienter vers telle ou telle équipe. Et surtout, il y a un point important, c'est la localisation. C'est quel est l'objectif de mon sponsoring? Est-ce que je veux avoir une visibilité locale, régionale, nationale, continentale, internationale? Parce que je vais avoir une présence sur un certain nombre de continents, comme une équipe comme Genji par exemple. Et donc, le sponsoring va être en lien avec aussi l'aura de la structure e-sport et va être fonction de ses objectifs en termes de visibilité, mais aussi de compréhension. Et il y a une grosse part, et c'est là que c'est assez compliqué, c'est d'éducation en fait des sponsors, notamment des sponsors qu'on va appeler les non endémiques, c'est-à-dire ceux dont les cibles, dont les clients principaux ne sont pas directement ceux de l'e-sport ou du gaming. Parce que quand on discute avec eux, et je pense que Thomas a fait le même constat, très souvent, il y a effectivement ces histoires de violence. Souvent, le fait qu'il y ait le mot sport dans l'e-sport, beaucoup se disent ah, l'e-sport, ouais, c'est FIFA, c'est ça, c'est du FIFA, c'est du NBA 2K, voilà, ils s'imaginent que ce sont des jeux de sport, alors qu'en fait, que les jeux de simulation de sport sont une catégorie spécifique de l'e-sport, mais historiquement ne sont pas des jeux d'e-sport. Les jeux historiques, on va parler de StarCraft, on va parler de League of Legends, on va parler de Counter-Strike, etc. Donc des jeux où il y a de la violence ou de la stratégie. Et donc, il y a cette éducation à faire pour les amener peut-être petit à petit vers le fait d'être demain sponsor d'une équipe qui va rayonner au niveau régional, national, international ou autre, mais qui s'implique sur des jeux historiquement plus en lien direct avec la thématique des sports électroniques, qui sont des jeux où la violence, par exemple, est présente. Et ça, c'est une énorme part d'éducation qu'il faut faire, d'explication aux entreprises sur déjà d'où vient l'e-sport, comment ça fonctionne, quelles sont les cibles, les jeux, comment on joue, quels sont les championnats, quels sont les cash prizes.
Tous ces éléments-là, après, on va peut-être aller piquer ou la sensibilité, l'intérêt en tout cas d'un sponsor qui dit ah bah oui, finalement, je pensais sponsoriser que vos joueurs FIFA ou que votre équipe sur Rocket League, mais finalement, vous avez une équipe sur LoL, sur Dota 2, sur CSGO, Call of Duty ou autre, bah, ça va m'intéresser parce que je comprends mieux maintenant quelle est l'audience derrière, qui je peux toucher et comment on peut travailler aussi, on peut raconter une histoire, quoi. Et pour aller dans ton sens et corroborer ce que tu dis, Boris, tu parlais tout à l'heure de référence au club de sport. On a été associé avec le LOSC sur des projets, en fait, sur de la coproduction sur l'équipe FIFA. Et petit à petit, en leur expliquant un petit peu où étaient les audiences et comment on pouvait faire grandir en fait ce projet-là, parce qu'il n'y a pas de réelle porosité entre le monde, entre l'audience du club et l'audience de FIFA. On a fait évoluer effectivement le projet pour constituer là, une équipe de rookies, entre guillemets, sur Fortnite, ce qui a été beaucoup plus concluant en fait en termes d'audience et de reach que l'a été le projet avec FIFA, alors qu'on a été vice-champion de France 2 années d'affilée sur toutes les plateformes. Enfin, on avait des résultats, mais que en fait, la réalité, et c'est pour ça que ce que disait Boris est très fondé, c'est que les jeux de simulation de sport qui intuitivement sont ceux identifiés comme les plus faciles d'accès, les plus compréhensibles par les marques, ne sont pas forcément ceux qui vont permettre d'atteindre les objectifs pour les annonceurs qui suivent l'e-sport. Très bien. Ben, on retiendra donc que l'intérêt premier, c'est avant tout de sensibiliser justement ces annonceurs aux différents jeux. Je vous propose d'avancer, si on veut rester un petit peu dans le timing. On va s'intéresser à la deuxième partie maintenant. Alors, désolé Sylvain, ça va concerner un petit peu plus Thomas et Boris. Aujourd'hui, on a de nouveaux acteurs qui naissent sur le marché de l'e-sport. Donc, effectivement, lorsque l'on est personnage extérieur, personne extérieure, on pense avant tout aux équipes, mais aujourd'hui, voilà, on a des entreprises qui se positionnent sur l'accompagnement entre annonceurs et équipes. Aujourd'hui, donc Boris, Thomas, je vous laisserai un peu présenter vos différentes entités, mais comment vous intervenez concrètement sur ce marché pour un annonceur qui souhaite, alors là je vais reprendre quelque chose de très familier que j'ai lu et qui m'avait fait rigoler, c'est surfer sur la vague de l'e-sport. Comment vous intervenez voilà, en tant qu'intermédiaire dans cette approche? Je vais laisser Thomas prendre le relais s'il le veut. J'ai déjà pas mal parlé, mais j'enchaînerai après. Merci Boris. Oui, effectivement, on accompagne les annonceurs et les autres organisations médias ou organisations sportives sur différents niveaux. La première étape, ça va être de présenter ce sport, dans quel marché ça s'inscrit, c'est en termes de revenus surtout, on connaît ce chiffre, mais plus de 2 fois plus que la musique et le cinéma réunis, donc il faut bien prendre le temps de se poser pour prendre la mesure de ce que ça représente. Donc l'e-sport s'inscrit déjà dans une industrie qui est en forte croissance et qui aujourd'hui est un mastodonte de l'entertainment au niveau mondial. Ensuite, l'e-sport, comment l'e-sport est structuré, quels sont les différents acteurs, aux organisations que je citais jusqu'avant, marques médias, organisations sportives, et puis passer cette étape d'introduction au sujet, si on peut dire. La deuxième étape, qui est la plus importante, ça va être de comprendre les besoins des organisations avec lesquelles on travaille, quels sont leurs enjeux, leurs objectifs en termes d'audience, en termes de positionnement, en termes de message, pour les orienter dans une direction ou une autre en termes de stratégie, de partenariat, d'activation. Et les orienter aussi, c'est souvent la finalité, vers les bons acteurs. Je m'explique, j'ai plutôt tendance, en tout cas c'est un parti pris, de dire aux organisations avec lesquelles je travaille sur le sujet qu'il vaut mieux s'appuyer sur des acteurs référents de l'écosystème e-sport, des équipes, des streamers, des éditeurs de jeux, qui sont déjà référents et qui ont déjà des audiences qui sont souvent très engagées, par rapport à certains acteurs qui pensent à créer une équipe ou à développer des compétitions en marque propre, ce qui souvent nécessite un investissement conséquent pour mettre en place ces projets, et derrière demande le double d'investissement pour être légitime, et ça ne s'achète pas forcément, et réussir à atteindre une taille d'audience critique qui fasse que ce soit pertinent, en tout cas que ça ait un impact pour la marque ou l'organisation. Donc je pense qu'il vaut mieux s'associer à des organisations, et donc c'est pour ça que l'essentiel de mon travail, enfin de mon rôle en tout cas, c'est d'essayer de faire en sorte que les organisations plus traditionnelles avec lesquelles je travaille rencontrent les bons ayants droit du côté de l'e-sport et du gaming, pour s'assurer que les stratégies qu'on définit ensemble aient l'impact escompté.
Je prends le relais rapidement sur nous, au niveau de Stacker Agency, on est en relation avec des annonceurs sur plusieurs aspects. Déjà, on est en étroite relation avec bon nombre d'équipes professionnelles en France ou à l'international qui, comme vous l'avez compris par rapport à ce qu'on a dit en introduction, au niveau de la part du sponsoring, pour la plupart recherchent des sponsors et ou des investisseurs. Parce que voilà, il y a aujourd'hui une vraie tendance de structures semi-professionnelles ou professionnelles à chercher des sponsors ou des investisseurs. Et dans le cadre de recherche de sponsoring, chose qu'on fait de temps en temps, je dis bien de temps en temps parce qu'on a énormément de demandes et c'est un métier qui est très très complexe, c'est-à-dire aller vendre une équipe e-sport ou un club e-sport auprès d'un certain nombre de marques endémiques ou non endémiques qui reçoivent déjà elles-mêmes X dossiers tous les jours. C'est assez compliqué, mais des fois on a des opportunités. Et donc on va essayer de cibler des marques qui vont avoir, on va dire, un intérêt parce qu'il y a une localisation. C'est une équipe qui est basée à l'étranger et justement, cette marque-là n'est pas présente, donc elle pourrait potentiellement y aller. Et il y a toute une phase d'éducation. Ce que disait très bien Thomas, c'est vrai que l'un des gros enjeux, quand on est avec des structures qui veulent demain être des sponsors ou s'impliquer dans l'écosystème de l'e-sport, c'est de leur expliquer la démarche qu'ils vont faire. Parce que la première question qu'on va avoir, ça va être le ROI la plupart du temps. C'est OK, je mets 500 000 € pour être sponsor d'une équipe ou d'un événement ou autre. Parce que là, on parle beaucoup d'équipes, mais du sponsoring, on peut en faire sur des événements grand public, des événements business. On peut en faire sur des lieux physiques. On peut en faire sur des équipes amateurs ou semi-pro. On a le cas du Grand Poitiers, par exemple, qui est le sponsor des Orcs, qui n'est pas une structure professionnelle, mais qui est une structure, on va dire, au niveau amateur. Donc, on a plein de niveaux de sponsoring. Et la vraie question au début, c'est comprendre les enjeux et expliquer s'il y a un ROI, comment on va le mesurer. Donc ça, il y a des problématiques de marketing, de métriques derrière tout ça. Et surtout, je pense, en tout cas en termes d'éducation, nous, on a pour coutume de dire, déjà, c'est impossible de dire, vous mettez 500 000 € et vous allez faire x2, x3 à la sortie ou x5. Ça, il n'y a personne aujourd'hui qui peut l'envisager. Mais c'est surtout d'utiliser l'e-sport comme un support de communication. Et on parlait de la cible, on parlait des millennials qui généralement sont plus sur TikTok, Snapchat, Twitch, etc., ou sur leur smartphone plutôt qu'en train de regarder France 2 ou lire Libération. Donc du coup, l'adéquation entre la cible apportée par l'e-sport et ce que recherchent certains annonceurs, certains sponsors, on peut l'identifier assez rapidement, mais il faut les éduquer sur le fait de comprendre que l'e-sport est un levier de communication nouveau, de différenciation par rapport à leur concurrence, et que si demain ils sont sponsors d'une organisation qui va s'appeler MCES ou d'un événement qui va s'appeler, je ne sais pas, la Gamers Assembly ou la Lyon eSport ou autre, ils vont accoler une image qui va leur permettre de se différencier, de toucher une nouvelle cible, de peut-être faire des activations dans la vraie vie, si on parle d'événementiel ou avec les équipes, et donc de raconter une histoire. Et la grosse difficulté aujourd'hui, que moi je rencontre en tout cas quand on discute avec des marques, c'est que certaines veulent aller trop vite et dire combien je mets. Si je mets 100 000, est-ce que je récupère 300 000 dans 6 mois ou dans un an? Et c'est ce que rencontrent la plupart des équipes pro, c'est qu'elles sont obligées, elles ont un turnover de sponsors et c'est super dur de fidéliser les sponsors parce qu'il faut tenir les engagements, il faut montrer les métriques, etc. Donc enfin, l'un des débats qu'on a nous en interne, c'est d'expliquer en tout cas aux potentiels sponsors, aux équipes qui veulent se lancer, enfin aux entreprises pardon, qui veulent se lancer, notamment à côté d'équipes e-sport pro par exemple, c'est que c'est un enjeu non pas de one shot, c'est vraiment une stratégie si possible sur le long terme, parce qu'il va falloir créer du contenu, il va falloir créer de la communauté, il va falloir utiliser finalement le levier e-sport à travers un événement, à travers une équipe, à travers une association, à travers un lieu physique, comme un support de communication, au même titre qu'on va faire des Facebook Ads, au même titre qu'on va utiliser un autre support. Aujourd'hui, l'e-sport permet de véhiculer certaines valeurs et de permettre de donner une visibilité à des entreprises qui ne connaissaient pas forcément cet écosystème, puisqu'il est assez particulier, mais qui vont justement comprendre l'intérêt et se lancer dans une réflexion sur du long terme. Donc, on va parler de clubs de sport, par exemple. Nous, on accompagne pas mal de clubs de sport en ce moment, en France ou à l'étranger, dans une réflexion. On est sur des échéances sur 3, 5, 7 ans. On ne part pas sur une stratégie sur qu'est-ce qu'on va faire pendant un an. Non, c'est une stratégie qu'on va monter par étapes. On va commencer peut-être à créer des contenus, faire un peu plus d'entertainment, faire du social, faire des stages, etc. pour après peut-être aller à la performance. Ou peut-être d'autres vont dire, bah, nous, on voudrait déjà avoir notre propre équipe, mais travailler aussi toutes les problématiques de contenu, de relations avec les parents, de créer du lien social, de faire des stages ou autre. Donc, il ne faut pas le voir en se disant, tiens, l'e-sport, super, je
mets 500 000 euros ou 1 million ou 50 000 dans une équipe, dans une association, dans un lieu, dans un événement. Et puis, super, je vais avoir du trafic, je vais générer du business comme ça. Et il y a toute cette éducation à faire, toute cette explication à faire. Et c'est le rôle de nos agences, hein, que ce soit Good Game ou Stack Agency, dans nos discussions qu'on peut avoir avec les marques. Il y a vraiment un côté d'éducation, quoi. Et alors, une question que je souhaiterais également vous poser dans cette démarche-là, est-ce que justement, donc on parle de conseils, de sensibilisation, d'accompagnement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, avec cette posture, justement, en mesure de dire à une entreprise qui souhaite donc s'investir dans ce phénomène de mode, hein, parce que c'est souvent ces acteurs-là qui n'ont pas forcément la connaissance du secteur, de leur dire non, elles ne sont pas prêtes, pas assez matures hein, aujourd'hui voilà, pour mettre un billet sur la table et avoir un logo auprès d'un acteur de l'e-sport. Est-ce que ça fait partie de votre rôle, ça? Bah, tout ne fait pas sens. Aujourd'hui, une boîte qui fabrique des cocottes minutes en Pologne et qui cherche à toucher le marché français, je ne suis pas sûr qu'en mettant son logo sur une équipe même connue, elle va vendre plus de cocottes minutes en France. Il y a enfin, évidemment, tout le monde n'a pas intérêt, notamment en B2B, à sponsoriser une équipe ou à entrer dans le secteur de l'e-sport. Et c'est pareil dans le sport, hein. En fait, enfin, on peut travailler certains leviers, on peut raconter des histoires, on peut créer des contenus, mais des fois, ça ne matche pas. Des fois, il n'y a pas le budget, il n'y a pas de budget cohérent. Donc, quand tu as un client qui te dit, bah voilà, moi j'ai 50 000 euros et je veux faire ci, machin, bah non, tu ne vas pas lui trouver une équipe qui va accepter 50 000 euros avec tout ce qu'il demande en contrepartie. Et puis, il y a aussi des fois, tout simplement, ça ne fait pas sens, quoi. Très bien. Merci Boris. Ça fait écho justement à notre troisième partie qui va cette fois-ci s'intéresser au choix du sponsor et les contreparties qu'elles engagent derrière. Je vais redonner la parole à Sylvain. Sylvain, est-ce que tu as été sollicité pour MCES par différents acteurs, entreprises de l'e-sport souhaitant devenir sponsor de la structure? Dans quelle mesure? Est-ce que tout est passé? Est-ce que vous avez fait des choix justement? Quel est un petit peu l'historique de tout ça? Oui, alors du coup, c'était très intéressant ce que Thomas et Boris nous ont livré. Effectivement, je les rejoins sur beaucoup d'aspects. Et oui, évidemment, il y a des choix à faire aussi sur la partie ayant droit, hein, sur les annonceurs qu'on pourrait avoir. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Boris qui faisait référence au site de Paris en ligne. Quand nous, on a une audience qui est majoritairement mineure aujourd'hui, est-ce qu'on prendrait le risque d'aller sur ce terrain de jeu-là, sachant qu'en plus, bon, il y a des restrictions réglementaires, mais au-delà de ça, est-ce que nous, déontologiquement, on s'amuserait à aller sur ce genre de partenariat? C'est un vrai questionnement et a priori, c'est un terrain sur lequel on n'a pas forcément envie d'aller tout de suite. Et oui, on a des arbitrages à faire effectivement, potentiellement sur des partenaires quand ça ne répond pas à notre positionnement parce qu'il y a une question de cohérence. Et là aussi, Boris le disait tout à l'heure, il faut que ça fasse sens et qu'un partenariat, ça n'a voilà, que de consistance que si l'histoire qu'on raconte est partagée et si on arrive à la faire vivre. Et c'est en ça qu'effectivement, il y a dans l'e-sport aussi une structuration et un accompagnement. Après, c'est vrai que nous, on a le privilège et la chance d'avoir pu fidéliser nos partenaires. On en a certains qui sont engagés sur plus de 3 ans, ce qui dans l'e-sport est plutôt a priori pas la coutume. Parce qu'effectivement, alors sans du tout être dans une posture de donneur de leçon ou autre, mais c'est que on a fait un constat quand on a commencé à travailler ces sujets-là, c'est qu'il y avait beaucoup de concession de droits qui était, enfin de sponsoring sur la partie sponsoring, une grosse partie qui était allouée à la concession des droits et pas forcément aux activations. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a réussi à fidéliser nos partenaires et à les ancrer sur la durée, c'est qu'on a peut-être un peu minoré les achats de droits à proprement parler et que dans le cadre de nos partenariats, on a délivré un certain nombre d'activations concrètes qui permettent du coup de matérialiser ce partenariat-là et d'être un peu moins dans l'intangible quand on vend des droits et un peu plus un peu plus pragmatique entre guillemets, accompagné évidemment par les acteurs que sont les agences aussi sur ce type de déploiement parce que sans ça, on ne peut pas exister. Je voulais juste aussi faire une petite parenthèse par rapport au choix des partenaires. Quand tout à l'heure, on faisait référence au fait qu'il y a des entreprises de B2B qui ont potentiellement pas intérêt ou pas qui pourraient ne pas regarder l'e-sport parce que pas forcément d'intérêt immédiat. Il y a quand même une thématique aussi, un sujet sur lequel l'e-sport peut être un vecteur de communication, un vecteur d'image positive, c'est sur toute la dimension de marque employeur, de recrutement et autres. Et en fait, nous, on se rend compte, c'est assez marrant, ça évolue beaucoup là-dessus aussi, qu'on a des contacts avec des marques de B2B avec lesquelles on n'aurait pas pensé discuter il y a encore pas si longtemps, parce qu'elles se rendent compte que l'e-sport est un sujet aussi
très présents dans leurs équipes, un outil potentiellement de recrutement ou de recherche de talent. Et donc, il y a aussi cet aspect-là qui n'est pas du coup directement du sponsoring, mais qui est de l'accompagnement de structure et qui permet aussi le financement des clubs comme les nôtres. Voilà. Et je ne sais pas si effectivement, sur les contreparties, du coup, la première question, Clément, que tu posais, c'était savoir si on faisait des choix. Oui, il y a forcément des choix qui sont à faire. Après, on est dans des équilibres qui sont, comme toute structure relativement jeune, il y a des équilibres qui sont un peu précaires et donc les choix sont parfois un peu cornéliens. Mais je pense qu'un club et une marque d'ayant droit comme nous ne peut exister sur la durée que si elle a une forme de cohérence et ne pas s'aventurer sur des terrains sur lesquels elle n'est pas en adéquation avec la marque ou pas légitime pour le faire. Je dirais que toutes les marques n'ont pas intérêt à entrer dans l'e-sport en tant que sponsor. Par contre, il y a probablement, ce que disait Sylvain, beaucoup de marques, si ce n'est toutes les marques, qui peuvent avoir un intérêt à utiliser l'e-sport, notamment en interne, pour la cohésion d'équipe, pour du team building, pour du challenge, pour développer la marque employeur, mais des thématiques de RSE aussi qui sont à exploiter. Donc tout ce qui est en communication, on va dire, interne et un peu externe sur la partie marque employeur pour attirer les meilleurs talents ou retenir les meilleurs talents, l'e-sport peut apporter une réponse. Il y a d'ailleurs des structures en France qui se positionnent dessus, qui organisent des événements ou qui accompagnent des marques sur non pas devenir le sponsor d'une équipe ou d'un événement ou autre, mais d'utiliser l'e-sport comme un levier finalement de socialisation parce qu'au lieu d'aller faire du rafting ou du canoë ou du bowling, on peut faire des activités autour de l'e-sport. On peut se challenger aussi en interne parce que notamment dans les boîtes IT, il y a une culture geek, il y a, on va dire, entre 30 et 45 ans, des pères ou des mères qui jouent avec leurs enfants à la maison, mais qui étaient aussi des anciens joueurs, donc qui vont, et je pense que Clément, tu pourras peut-être nous partager ton expérience au sein de Sopra, puisque je sais que Sopra fait des choses aussi en interne. Et donc finalement, l'e-sport, c'est un outil que l'on peut exploiter de plusieurs manières. Ceux qui veulent vraiment être demain des sponsors, ils vont avoir un objectif. Ils vont chercher de la visibilité, ils vont chercher à toucher une nouvelle cible, toucher peut-être un nouveau territoire. Regardons ce qu'a fait le PSG. Le PSG eSport est devenu partenaire de 2 teams sur le marché asiatique, Talon sur LoL et puis LGD sur Dota 2. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir la marque PSG qui, notamment avec le logo et des joueurs qui sont des joueurs locaux asiatiques, puisse se développer sur le marché asiatique. Mais ça, on se rapproche aussi du sport. Pourquoi le PSG avait embauché Beckham à l'époque, Ce n'était pas pour qu'il marque des buts, c'était uniquement pour vendre des maillots sur le marché asiatique. Donc, on a des stratégies aussi comme ça, des fois de sponsoring, vraiment pour aller toucher, développer le côté branding sur des nouveaux marchés. Et à contrario, certains vont avoir aucun intérêt. Je parlais des marques B2B, certaines marques B2B, je parlais des cocottes minutes, mais c'est un exemple farfelu, mais on pourrait imaginer plein d'autres choses. Par contre, en interne, on peut imaginer plein de choses en termes de communication interne, team building, RSE et développer des choses pertinentes, mais pour ses salariés. Voilà. Tout l'intérêt de regarder quels sont les objectifs et ce qui peut être fait. Et pour aller dans ton sens, je me permets juste, Boris, de rebondir là-dessus, mais c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on est beaucoup sollicité. Alors pour des sponsors et même potentiellement sur des institutions ou des associations qui se servent de l'e-sport comme d'un véhicule pour pouvoir exposer leurs actions et pour pouvoir solliciter la communauté pour potentiellement des dons. Et un exemple très concret du fait que des marques relativement installées aussi, type Boulanger, l'année dernière, on a développé pour eux le Diversity e-Trophy. Ils avaient une version physique de ce Diversity Trophy qui était un événement interne pour pouvoir promouvoir la mixité dans le travail, l'inclusion et autres. Et en fait, ils ont fait une version online qui a très bien fonctionné et qui permettait justement d'utiliser l'e-sport pour fédérer les équipes, pour créer des tournois dans les magasins et puis pour mettre en avant les valeurs qu'ils souhaitent promouvoir auprès de leurs collaborateurs. Donc, il y a effectivement beaucoup d'axes très différents et l'e-sport offre de nombreuses facettes possibles pour pouvoir se saisir du sujet par une marque. Et je citais des associations, ça fait du coup depuis le début de l'année la 4e ou 5e association avec laquelle on collabore pour pouvoir utiliser la plateforme que l'on est aujourd'hui pour vanter les actions de ces associations-là. Et c'est aussi une manière de se saisir du sujet de l'e-sport par un prisme un peu différent parce que ce dont il faut avoir conscience aussi, et Boris le disait tout à l'heure très justement, c'est qu'il y a des marques qui sont arrivées sur ce marché-là un peu avec leurs gros sabots et qui ne l'ont pas forcément pris par le bon bout, avec le risque de peut-être potentiellement de s'exposer à un refus de la communauté ou en tout cas une mauvaise adhésion de la communauté. Et il y a des façons de saisir l'e-sport effectivement
peut-être pas forcément sur du sponsoring traditionnel et dur, j'allais dire, mais plutôt de manière un peu soft et habile. Et pour être un peu cynique par rapport à la thématique, Clément, que tu disais, enfin, que tu proposes, le choix du sponsor. En fait, aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt inverse. C'est que les équipes, il faut être totalement honnête, ont quand même pas énormément le choix. C'est-à-dire qu'il y a plus d'équipes qui recherchent des sponsors que des sponsors qui veulent sponsoriser des équipes. Et donc, il y a des constats qui sont faits aussi, d'équipes qui, pour subvenir aux besoins qu'elles ont de salaire, de gaming house ou autre, vont accepter ou vont peut-être dériver un peu par rapport à leurs valeurs, etc., pour aller prendre un sponsor qui, lui, veut vraiment venir parce qu'il y a la communauté, parce qu'il il y a des objectifs à atteindre. Et donc, le choix du sponsor, quand on est une équipe et qu'on peut choisir, j'ai envie de dire, génial, tant mieux. Mais il faut être lucide qu'au niveau du marché, la plupart du temps, c'est quand même l'inverse. Il y a beaucoup plus d'équipes semi-pro ou pro qui cherchent des sponsors que de sponsors qui veulent sponsoriser des équipes. Et donc, ça nous amène vers des situations qui sont finalement assez proches de ce qu'on peut voir aussi dans le sport. Et moi, qui m'interpelle et qui me dérange personnellement, c'est le côté éthique qu'on n'a pas abordé. C'est quand on voit on sait déjà les clichés qu'il y a au niveau du jeu vidéo et de l'e-sport. On parlait de sédentarité, on parlait d'un certain nombre de dérives, d'addictions, de cyberharcèlement. On peut parler de plein de choses au niveau de l'e-sport. Donc, il y a des clichés qui tournent encore au niveau de l'e-sport et du jeu vidéo. Et quand on voit des marques qui sont celles de la malbouffe, notamment, dont je tairai le nom, et qui sont des sponsors de grosses équipes ou qui sont sponsors de certaines compétitions, on ne fait pas la promotion finalement d'un e-sport bien-être ou d'un e-sport, on va dire, un peu sain. Et c'est ça qui est dérangeant de mon point de vue, c'est du point de vue éthique, même si d'un point de vue économique, ça s'entend. Comme le problème du betting. On parlait du betting tout à l'heure. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les Winamax, les Betclic et compagnie dans le foot, par exemple, on n'aurait sûrement pas les mêmes droits médias, on n'aurait pas la même économie du foot. Aujourd'hui, dans l'e-sport, on fait la politique de l'autruche, c'est vraiment ah non, c'est pas bien les paris sportifs, etc. Mais dans certains pays, ça existe. Et tous ceux qui veulent faire des paris sportifs, y compris en France, vont installer un VPN, ils vont ouvrir un compte sur un site basé à Malte ou à Chypre, et ils vont pouvoir quand même faire des paris sportifs. Donc, c'est le free-to-play, finalement, en France, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Et alors que le betting pourrait contribuer à développer l'économie de l'e-sport de façon intelligente, de façon réfléchie, comme on a eu le PMU, comme on a la Française des Jeux sur des paris plus traditionnels dans le sport. On va parier sur du rugby ou du foot. Donc là, voilà, les enjeux derrière tout ça, le choix du sponsor, certes, quand on peut avoir l'opportunité de choisir, c'est super, mais la réalité aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus d'équipes qui recherchent des sponsors et des sponsors qui, des fois, dévient un peu de ce qu'on a comme valeur et on tombe dans un cercle qui peut être pas forcément un cercle vertueux. Et moi, je ne sais pas ce qu'en pense Thomas, mais je sais que ça a plutôt tendance à me déranger un peu de voir certaines marques de malbouffe, de bonbons, de machin, de trucs, qui sont à côté de super grosses équipes et qui vont essayer de se développer comme ça parce que c'est pas dans le sens que j'aimerais, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, d'un e-sport, on va dire, qui va sortir un petit peu de ce qu'on connaît dans des sports plus traditionnels. Et justement, ça serait l'occasion. Malheureusement, ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui vendent de la malbouffe en bonne partie et qui vont chercher à sponsoriser des équipes qui, elles, attendent de l'argent, quoi. Après, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi et vous avez le droit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, là-dessus. Alors Thomas, si tu as la possibilité de rallumer ton micro. Vous m'entendez? Ouais, c'est tout bon. Ouais, je suis désolé, la connexion est très mauvaise. Il y a énormément de monde autour de moi, donc je pense que je vais plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'intervention. Il reste que 5 minutes. Du coup, j'en profite pour remercier tout le monde et je vais laisser la parole aux autres. Je pense que ce sera mieux niveau technique. Ouais, on va bouger. Ah, je peux pas plus. Hein. Pas de je souci, Thomas, dedans. il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, effectivement, comme tu le dis, on arrive au terme de cette table ronde. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose de passer aux éventuelles questions-réponses que vous pouvez avoir dans le chat. Une qui s'adresse déjà, qui a été posée pour toi, Boris, pour eSport Village, que certaines marques arrivent souvent plus sur une entrée RSE de leur côté. Tu l'as rapidement évoqué, mais quel est ton avis pour cette entrée dans le milieu sportif avec cette démarche-là? Oui, alors merci Tony de poser la question. Je sais que c'est un sujet que tu affectionnes particulièrement. La notion d'RSE est aujourd'hui très clairement un très bon levier pour expliquer. Alors moi, je le constate beaucoup au niveau des clubs sportifs, mais pas que. Hein. Il y a des marques qu'on accompagne, alors qui ne cherchent pas forcément demain à être des sponsors, mais qui cherchent à entrer dans l'e-sport
d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être en créant leur équipe, en sponsorisant une équipe, pourquoi pas, ou autre. Mais souvent, on va y inclure une thématique RSE parce que ça fait écho à leur stratégie de développement sur les réflexions au niveau de l'environnement, sur l'employabilité, sur la notion d'éthique qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense qu'il y a pas mal d'enjeux. Le seul sujet qui est un peu compliqué, c'est la notion, on va dire, environnementale et écologique, parce que l'e-sport est quand même un écosystème qui est assez gourmand. Il ne faut pas dire que ça soit très green, on va dire, de pratiquer de l'e-sport, parce que par essence, on a des ordinateurs, et je ne vais même pas rentrer dans les histoires de blockchain, de crypto, NFT ou autres, mais on a des enjeux environnementaux qui sont rarement abordés. Mais sur certains projets, moi, sur les projets immobiliers, c'est clairement des choses qu'on aborde. C'est-à-dire que quand on accompagne des promoteurs à travers Stacker d'innovation sur comment imaginer un lieu où on va fédérer un certain nombre d'acteurs, on va réfléchir évidemment à faire des synergies à la fois avec des activités B2B, mais aussi du B2C. Il va y avoir des gaming centers, il va y avoir des écoles, il va y avoir de la restauration, du co-living, du coworking, etc. Donc, on va monter des écosystèmes, mais avec toujours une problématique qui est celle du respect de l'environnement, des réflexions qui vont permettre, par exemple, de retraiter la chaleur des data centers pour réinjecter la chaleur générée par les ordinateurs au sein même du bâtiment, ou des problématiques plus orientées sur le développement durable. Donc la notion de RSE, ça ne va pas être le point d'entrée principal, à mon sens, des structures qui veulent aller dans l'e-sport, soit en mettant une stratégie concrète, soit en devenant sponsor. Mais par contre, oui, ça devient un vrai sujet de discussion et il y a pas mal de choses à explorer derrière ça. Juste une petite précision, c'est ce que dit Boris. Effectivement, ça dépend un petit peu du positionnement aussi quand on se place du côté de l'ayant droit des équipes, du positionnement de la structure. Mais nous, c'est souvent un axe. Alors, RSE est un terme un peu fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses maintenant, mais en tout cas, c'est souvent un axe par lequel on est abordé ou par lequel on arrive à accrocher des marques. Alors, pas forcément, effectivement, la dimension environnementale est peut-être la plus compliquée à traiter dans ce grand panier de la RSE. Mais en tout cas, sur les dynamiques d'inclusion, sur les dynamiques de mixité et autres, c'est des sujets sur lesquels effectivement on arrive à pouvoir trouver de l'écho chez les marques. Et c'est un sujet qu'on sent de plus en plus important pour des annonceurs. Est-ce qu'on a une autre question peut-être pour Je crois qu'il y avait une question de Virginie, je me permets Clément, mais bien sûr. J'avais vu qu'il y avait une question de Virginie qui posait une question sur le sponsoring EDF. Et la question était de savoir si c'était fait après avoir créé les centres ou avant lors de la conception. Non, EDF nous a suivis à partir du moment où on avait créé nos 2 premiers centres, en fait. Donc nos 2 premiers gaming centers, et on avait déjà mis en œuvre nos premiers stages sport et e-sport. Et depuis, effectivement, on en a maintenant 8 un petit peu partout sur le territoire. D'autres questions peut-être? On va pouvoir avoir le temps d'en prendre une dernière avant de clôturer cette table ronde. Alors, quelles sont les principales actions réalisées par MCES pour essayer de réguler la pratique de l'e-sport amateur? Vaste sujet. Alors, la première chose, c'est qu'on a créé un diplôme avec le comité régional olympique et sportif ici en région, un BPGEPS APT à coloration e-sport, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'encadrant dédié au monde de l'e-sport. Et donc, on a une première promotion de 12 jeunes, on en a embauché quelques-uns ici, qui sont donc du coup formés à l'accompagnement de la pratique e-sportive. Deuxièmement, et quand on parlait tout à l'heure de lien avec les marques, on a aussi utilisé la force de nos marques type JBL, par exemple, pour créer des modules autour de l'utilisation des casques et du son pour pouvoir être certain que les enfants, après un usage intensif des casques, ne perdent pas des points d'audition. De la même manière, on travaille sur la dimension lumière bleue et on a des interventions régulières de coach en fait, de Human Fab, donc qui est une structure de pointe ici qui travaille sur tous les aspects neurocognitifs et posture, qui vient expliquer à nos enfants comment se tenir, comment s'hydrater, comment manger, pour pouvoir avoir une approche, enfin, pour être le mieux possible dans leur basket. Et puis, potentiellement, si demain ils viennent des compétiteurs, travailler sur cette préparation invisible qui leur permettra d'être un petit peu meilleur. Et donc, on travaille à travers des vignettes pédagogiques, ludico-pédagogiques dans les centres, et on compte beaucoup sur l'humain et sur le fait que nos coachs soient capables de véhiculer ces bons messages-là auprès de la communauté amatrice. Je vais répondre rapidement à la question de Rémi. Rémi qui pose la question: pensez-vous que les clubs e-sport pourront encore vivre longtemps sur ce modèle économique basé en majorité sur les revenus du sponsoring? Ça, c'est une excellente question. C'est ce qu'on disait au début en intro sur le fait que 40 à 60% des budgets des équipes souvent sont en lien avec le sponsoring. De mon point de vue,
on arrive où on va vite arriver à une limite qui oblige finalement les clubs e-sport à se diversifier dans leurs activités. On a des équipes e-sport qui ont des agences, qui font du consulting, qui proposent des services en plus d'être une équipe e-sport. On a des équipes e-sport qui font des stages, comme fait MCES, ou qui font un accompagnement spécifique, donc qui vont développer des modèles économiques. À mon sens, le côté entertainment va devenir primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit avec le cas de la K-Corp, pour ne pas les citer, ils ont réussi à créer une fanbase, à avoir des ultras, etc., parce qu'ils avaient des influenceurs, Kameto et Prime, qui déjà avaient leur communauté. Et en plus de ça, ils ont réussi à atteindre la performance. Mais la notion pure et dure de performance, en termes de club e-sport, à mon avis, ne suffira pas à attirer suffisamment de sponsors ou avoir un modèle économique viable. On le voit avec Astralis, qui a fait une IPO, qui a fait une entrée en bourse et qui a annoncé je ne sais plus combien de millions de pertes. On le voit sur pas mal de gros clubs qui vont chercher des levées de fonds par dizaines, par vingtaines, par trentaines de millions d'euros. On est sur un environnement qui reste malgré tout, à mon sens, assez spéculatif au niveau professionnel, avec une optique de valorisation. Et quand on relit le classement de Forbes, où on voit les 10 ou 15 ou 20 équipes les plus valorisées au monde, avec Cloud9, TSM et compagnie, avec des chiffres à 250, 300 millions, etc., c'est parce que, et pourquoi les investisseurs y vont aussi aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent peut-être que dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, il y aura à ce moment-là une rentabilité. Mais la rentabilité aujourd'hui d'une équipe professionnelle, je pense qu'elle est hyper compliquée à avoir. Le sponsoring fait partie des principales contraintes, mais pas que, et qu'il faut se diversifier. On a parlé des RSE, on a parlé de team building, on peut parler je sais pas, de proposer des stages, de faire du consulting, et surtout la case entertainment me semble peut-être la plus génératrice de business. Alors, il y a eu le Twitch leak il n'y a pas longtemps sur les revenus des streamers et des différents influenceurs, mais on voit aussi qu'on peut générer aussi du business à travers l'embauche de content creators, comme on dit, et c'est des stratégies comme fait Face Clan, par exemple, aujourd'hui, qui est plus connu pour sa communauté de entertainment, lifestyle, musique, etc., que vraiment la performance e-sportive. Et donc, probablement que le modèle des clubs pro va glisser au fil du temps vers, OK, on essaie de se lancer sur du pro, mais on va avoir quand même une activité d'entertainment au sens large, et pourquoi pas des services complémentaires. C'est mon point de vue. Peut-être que Sylvain, tu n'as pas le même que moi. Non, non, si, je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Je pense que ce modèle-là, il va atteindre ses limites en termes de sponsoring. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire. Tu parlais tout à l'heure, on a survolé le sujet, hein, mais sur les métriques, aujourd'hui, on est encore dans un univers assez jeune, pas toujours très mature. Donc, il faut arriver, je le disais, sur les sponsors, à donner des outils d'analyse en permanence pour qu'ils sachent où ils sont sur le reach, et puis à délivrer des activations qui soient pertinentes pour arriver à les fidéliser. Et puis, on va atteindre un moment où il y aura un effet de plafond de verre qu'on aura du mal à dépasser. Donc, il faut effectivement diversifier les revenus. Donc, il faut envisager d'autres pistes. Et tu parlais de content creator. Nous, on a encore une fois une posture plutôt tournée vers le monde amateur, mais on développe aussi cette dimension content creator sur un modèle académique où on vient nourrir notre audience et développer des talents comme ça parce qu'on sait que c'est un des leviers pour pouvoir continuer à exister. Donc, je suis assez d'accord sur le fait que l'industrie va glisser effectivement vers ce type de modèle et va se réinventer parce que elle a ça de formidable, c'est que c'est un univers qui est ultra dynamique, donc les évolutions seront rapides et je pense que cette industrie-là, de manière générale, a un très très bel avenir, mais avec des structurations qui sont certainement un peu différentes. Et la question sur le fait qu'Aldi, par exemple, et Darty soient dans l'e-sport, c'est effectivement des signaux intéressants. Il ne faut pas le nier, il faut se féliciter de l'implication de plus en plus de sponsors ou de collectivités, notamment sur le marché français, qui supportent l'e-sport, qui l'aident à se développer. Mais on ne peut pas envisager une stratégie purement économique basée sur du sponsoring ou sur des subventions ou autres. Ça veut dire qu'il faut avoir, certes, la performance, mais il faut réfléchir à comment développer, notamment quand on est propriétaire d'une équipe e-sport, ce qui n'est pas mon cas, atteindre le point d'équilibre parce que les salaires, on va les sortir, les cash price, on va récupérer entre 5 et 30% grand maximum des cash price que les joueurs vont toucher. Donc, les modèles économiques, il faut les développer, il faut travailler
la case entertainment me paraît être une case intéressante. Et puisque on disait avec Thomas notamment sur les droits médias que lui connaît par cœur, c'est qu'on espère aussi que les droits médias vont permettre de contribuer à développer les équipes pro pour être moins tributaires finalement du sponsoring. Si on fait un parallèle avec le sport traditionnel, et c'est effectivement, je voulais reprendre aussi ce que disait Thomas tout à l'heure, le sport traditionnel a connu pour certains, en tout cas des sports majeurs, une évolution forte à partir du moment où il y a eu une concurrence sur les droits médias et une surenchère sur l'achat des droits médias. Alors on ne parle plus de droits télé dans l'e-sport parce qu'il n'y a plus de télé traditionnelle, mais il y aura peut-être effectivement, il y a déjà des concurrents à Twitch, mais peut-être des gens qui seront capables d'être plus forts, qui vont apporter une monétisation différente. Et l'équilibre peut aussi passer par là, parce que si on fait, dans le sport traditionnel, si on regarde les équilibres de la plupart des structures, quels que soient les sports, les droits télé pèsent pour lourd, même dans les structures les plus petites, pèsent pour lourd dans l'équilibre global. Et donc, effectivement, le point d'équilibre peut aussi être atteint assez rapidement par ce biais-là. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter d'attendre ça. Et on ne peut pas se contenter de se dire que dans quelques années, le marché sera suffisamment mature pour peut-être avoir des droits télé qui viennent financer l'achat des slots, qui viennent financer les joueurs et autres. Il faut au quotidien se réinventer pour trouver un coup les stages, un coup les académies, les formations spécifiques, des écoles dédiées à l'e-sport. Enfin, il y a plein de possibilités aujourd'hui de créer des modèles économiques un peu plus vertueux. Et on a oublié de parler des éditeurs qui ont le monopole aujourd'hui sur beaucoup de leviers. Les éditeurs ont plutôt tendance à faire de la rétention et à pas trop redistribuer la manne financière conséquente qu'ils peuvent gagner grâce à l'e-sport. Parce que l'e-sport, pour les éditeurs, c'est la vitrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un publisher qui va s'appeler Riot, Epic Games, tout ce que vous voulez, l'e-sport, c'est un moyen, c'est du marketing en fait pour eux. C'est que du bonus. Sauf que les équipes qui vont payer cher pour acheter des slots, donc participer à des ligues, qui vont devoir payer des salaires de joueurs qui sont quand même relativement élevés selon les compétitions, il y a très très peu de redistribution qui revient finalement aux équipes via les éditeurs, alors que c'est finalement les éditeurs qui sont les principaux bénéficiaires finalement de cette mise en lumière grâce à l'aspect compétitif, grâce à la performance des joueurs. Et je terminerai sur la remarque de Lucas, et puis je crois aussi Sofiane qui parlait des NFT. Ça, c'est un bon levier à explorer. Tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, blockchain, on va dire qu'il est un peu à l'origine de ça. Effectivement, il y a des modèles économiques derrière à créer. Alors, est-ce que ça va être une bulle ou pas, les NFT? Mais on voit énormément on a vu Sorare qui a fait, je ne sais plus combien, qui a levé 250 millions ou peut-être même plus. Valorisation à 4 milliards, oui. Voilà, donc il y a du potentiel. Mais après, si tu veux développer du business grâce aux NFT, par exemple, de tes médias, de ton audience que tu as, ta communauté que tu as construite ou de tes joueurs, ça veut dire qu'il faut déjà que tu aies cette légitimité pour que les gens s'intéressent à acheter tes NFT. Donc oui, comme on est dans un univers assez geek, tout ce qui va être crypto, tout ce qui va être NFT risque de se développer. Il y a des enjeux forts, il y a beaucoup d'investissements en ce moment dans des startups qui sont autour des NFT et ça pourra peut-être compléter, on va dire, certaines sources de revenus. J'arrête de parler, il est déjà 14h bien passé. Merci à tous les deux. Je pense qu'on a fait l'ensemble des questions qui ont été posées. Je vous propose de clore cette table ronde. On a effectivement un petit peu passé le délai, mais ce n'est pas très grave. Les échanges étaient vraiment très constructifs. Merci à vous deux pour votre présence, votre participation. Merci également à Thomas qui a coupé sa caméra. C'est pour ça que je ne vous ai cité que tous les deux. Donc, merci à vous trois infiniment pour ce temps, cette présence et cet échange. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, à nous les poser et on essaiera éventuellement d'y répondre via d'autres moyens de communication. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle table ronde. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.